Travailler dans le bâtiment implique des risques, en particulier pour les ouvriers dépourvus d'équipements de protection adéquats qui se retrouvent souvent dans des situations dangereuses. En Afrique, bien que le continent ne représente qu'environ 2% des emplois mondiaux, il enregistre près de 18% des accidents mortels au travail, selon la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Par ailleurs, l'expansion rapide des villes africaines et la multiplication des projets de construction d'immeubles offrent de nombreuses opportunités aux opérateurs économiques et aux professionnels du BTP ainsi qu'aux ouvriers. Cependant, ces derniers sont régulièrement confrontés à des accidents sur les chantiers, soulevant ainsi de nombreuses interrogations sur les conditions de sécurité et la protection des travailleurs. Quelles sont les principales mesures de prévention des accidents sur les chantiers de construction en Afrique? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Bienvenue dans Talk Afrique. Deux invités. Sur ce plateau, nous recevons Ibrahima Seck, ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle technique de construction à ICOS, inspection, contrôle et services. Merci d'être avec nous. Merci, Madame Sermi, pour l'invitation. En face de vous, nous avons Abdrahmane Pam, consultant formateur en management de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement. Il est également membre fondateur du club des professionnels QHSE du Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous sur un sujet aussi important. Merci beaucoup. Alors, en Afrique, je commence avec vous, Monsieur Seck. En Afrique, quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les travailleurs sur les chantiers de construction? Bon, par rapport aux travaux de construction, les risques dont sont exposés les intervenants au chantier au sens plus large, les travailleurs, c'est peut-être bon. Celui qui est en permanence sur le chantier, mais dans les projets de construction, il y a des intervenants qui ne sont pas en permanence sur le chantier. Il y a le maître d'œuvre, son architecte, le bureau contrôle, et même le maître d'ouvrage, souvent pas celui qui fait construire, et l'acteur principal, l'entreprise qui construit, avec ses équipes, son directeur de travaux, chef de chantier, conducteur, et la main-d'œuvre, les ouvriers. Okay? Donc, par rapport à ces risques-là, les risques que l'on voit le plus fréquemment, il y a des chutes, risques de chute d'un niveau à un autre, par exemple. Ça se voit très souvent dans les chantiers. Il y a aussi les risques par rapport à les risques électriques, risques d'électrocution, ça arrive dans les projets. Okay? Il y a aussi le risque qu'un ouvrier ne porte pas des EPI, par exemple, ne porte pas des chaussures de sécurité, que des matériels lourds tombent sur sa tête, sur ses pieds, par exemple. Il y a des blessures? Il y a des blessures, c'est ça que ça veut dire. Des risques que, voilà, une façade n'est pas bien protégée par rapport à des risques de chute, c'est ça, je l'ai déjà dit. Donc, pas mal de risques qui peuvent intervenir, qu'on pourrait classer par rapport à les risques les plus fréquents. Les chutes sont très fréquentes. Il y a également les effondrements de bâtiments. Oui, les effondrements, des risques, mais c'est des risques qui peut-être qu'on pourrait classer par rapport à les causes en amont, par rapport au bâtiment en tant que tel, le projet. Mais pas directement. C'est des risques qui ont des conséquences sur les personnels qui interviennent sur le chantier directement, quoi. Mais par rapport aux acteurs intervenant directement comme les ouvriers, c'est des risques qui sont dus au fait qu'ils ne sont pas bien protégés, ils n'ont pas les EPI nécessaires. J'aurais appris que les effondrements de bâtiments font partie des causes même principales des accidents sur les chantiers, Monsieur Pam. Alors oui, c'est des causes importantes, mais comme il a eu à le dire, c'est généralement, en tout cas sur le plan africain, des risques sur lesquels on anticipe parce qu'il y a des plans qui sont conçus, qui sont bien structurés. Et en général, si le contrôle qualité est efficace, on arrive à éviter cela. Par contre, les effondrements qui sont
entre guillemets, un peu fréquent lors des travaux dans les chantiers, c'est les effondrements lors des excavations ou des fondations. Parce que parfois, la qualité du sol n'est pas bien maîtrisée et il y a des gens qui rentrent au niveau des tranchées, ils sont en train de travailler. Il peut arriver qu'il y ait des éboulements, effondrements du sol, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Mais les effondrements de bâtiments, ça arrive, oui, mais pas aussi régulièrement qu'on pourrait le penser. Je reste avec vous, Monsieur Abdourahmane Pam. Vous êtes consultant formateur en management de la qualité de l'environnement et de la santé et sécurité au travail. Quelles sont les mesures de sécurité essentielles à mettre en place sur un chantier? Alors très bien. Avant tout, il faut évaluer les risques. Il convient d'identifier les dangers, de les répertorier, de savoir ce qu'il en est. Et ensuite, il faut avoir un plan de prévention de ces risques-là, dans lequel on met les mesures qu'on prévoit d'appliquer à chaque risque, soit pour l'éliminer, soit pour atténuer ses conséquences. On met également les procédures qui seront appliquées tout au long de ce chantier-là pour gérer ces risques et les ressources qui seront allouées. Donc le plan de prévention, c'est important. Au-delà de cela, il faut la formation et la sensibilisation parce que les travailleurs qui vont évoluer dans ce chantier-là n'ont pas le même niveau de compréhension de ces risques. Donc il faut tous leur expliquer d'entrée de jeu comment on procède ici pour gérer les risques et suivre tout au long du déroulement du chantier. Éventuellement, il y a également les équipements de protection individuelle qui sont obligatoires. Ça doit être une évidence partout. Dans un chantier, on ne doit pas travailler sans équipement de protection individuelle. Mais il y a aussi les équipements de protection collectifs qui peuvent parfois protéger un groupe de personnes et supplanter les équipements de protection individuelle. Donc, les équipements de protection individuelle, il a dit tout à l'heure, et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Seck, à quoi ça sert justement cet équipement ou à quoi servent ces équipements concrètement? Déjà, il y a les chaussures de sécurité, il y a le casque de sécurité, les gilets fluorescents, jaune, vert, jaune ou bien orange, beaucoup de couleurs. Il y a aussi les harnais, tout ça, par rapport aux tâches qu'on fait. Mais les équipements qui sont vraiment nécessaires à tout ouvrier qui intéresse un chantier, il y a la chaussure de sécurité, le casque et le gilet de sécurité. Parce que le gilet, par rapport à quelqu'un qui n'est pas du chantier, quand tu portes un gilet dans un chantier, là, on saura que vous êtes un intervenant du chantier, par exemple, par rapport à un autre qui n'en a pas. Là, ça permet de différencier l'intervenant direct du chantier et celui qui est là uniquement pour un passant ou bien un autre qui est visiteur. Et même pour les visiteurs, on doit les munir de ces équipements-là. Exactement. Pour éviter que, peut-être que par rapport aux risques qui sont réellement au chantier, un visiteur ne les maîtrise pas, mais celui qui est au chantier, par exemple, identifie les risques, doit pouvoir avoir un stock suffisant de casques de sécurité, de chaussures de sécurité pour tout visiteur du chantier. Et certains respectent tout ce que vous êtes en train de nous dire, ces équipements, d'autres non. Qu'est-ce qui explique cela? Malgré la sensibilisation sur le site, on voit quand même des ouvriers qui ne respectent pas ces règles, qui n'ont pas leur équipement. Il y a l'habitude, parce que dans beaucoup de chantiers, vous croisez un ouvrier, il vous dira que depuis 20 ans, je travaille comme ça. Quand je porte, j'ai oublié les gants par rapport à les ferriers, par exemple, celui qui supporte des charges lourdes. Il vous dira que si je porte mon gant, par exemple, ça me gêne. Pour façonner pas de le faire. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui vous diront que quand ils portent le casque, ça peut durer un peu longtemps, ça leur pose des problèmes sur la tête, par exemple. Il y en a aussi les chaussures de sécurité, quand elles sont usées, ça peut créer des gênes par rapport aux pieds. Et quand elles durent trop longtemps la journée, vous portez le matin une chaussure de sécurité jusqu'à l'après-midi, par rapport à certaines habitudes, ça peut créer des problèmes. Ça peut gêner l'ouvrier. Ce qui fait qu'il y en a qui deviennent réticents à les porter, mais ce n'est pas des raisons pour lesquelles on doit les négliger. Mais là, ça attire aussi l'attention des responsables. Je voudrais m'adresser à vous. Quelle est la part de responsabilité des spécialistes en QHSE pour le respect des différentes normes de sécurité sur les chantiers de construction? Notre mission principale, c'est d'instaurer une culture QHSE. Parce que le problème que vous avez soulevé, il est réel et sa cause trouve sa source au niveau de la culture. On est dans des pays
où on a l'habitude de travailler en cherchant la productivité. Donc, très souvent en négligeant les aspects de santé et sécurité parce que soit on n'a pas les moyens ou parce qu'on suppose qu'on n'a pas le temps. Or, c'est un paradigme qu'il faut changer. Et c'est le rôle des spécialistes QHSE, c'est le rôle du club des professionnels QHSE, promouvoir à la fois la performance et la prévention. Parce que QHSE, ça veut dire quoi concrètement? qualité, hygiène, sécurité, et sûreté et environnement. Donc, l'idée, c'est vraiment de promouvoir la santé, sécurité et le bien-être au travail. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de sens d'être au boulot et de ne pas avoir ces aspects-là qui soient intégrés. Donc, ce qu'il faut réellement, c'est de faire comprendre aux travailleurs et à l'employeur également, parce que le problème se trouve là-bas de temps en temps, que la santé et sécurité, ça ne doit pas être négociable. On ne doit pas travailler au détriment de sa vie. On ne doit pas travailler, chercher des revenus pour subvenir à ses besoins et pour se retrouver au final avec un handicap ou perdre sa vie. Donc, vous êtes membre du club des professionnels des QHSE. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez, vous organisez des formations pour sensibiliser davantage les ouvriers? Absolument. Absolument. C'est la vocation même de ce club parce que nous sommes un ensemble de professionnels qui avons rencontré des réalités sur le terrain, des ouvriers récalcitrants, des entreprises qui ne respectaient pas les normes, des accidents. Et on s'est rendu compte qu'il y avait encore un effort énorme à faire pour que le niveau de culture au sein de ce pays-là évolue. Vous parlez du Sénégal. Du Sénégal, oui, évolue. Et c'est vrai qu'il y a des efforts depuis 2015 qui sont en crescendo, mais il reste encore beaucoup de boulot. Et l'État ne peut pas tout faire. Donc, on a décidé de se réunir en tant que professionnels, parce qu'ensemble, on va plus loin, pour justement travailler à développer cette culture-là. À cet effet, on organise souvent des journées mondiales. On a célébré récemment la Journée mondiale de la qualité. Au mois d'avril, avec la Caisse de sécurité sociale du Sénégal, nous allons célébrer le mois de la prévention africaine. Parfait. Et peut-être le 24 avril ou le 23, on va communiquer sur notre page LinkedIn. On va célébrer la Journée mondiale de la santé. Très bien. Monsieur Ibrahima Seck, vous êtes ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle technique de construction à ICOS. Certains opérateurs du secteur du BTP remportent des marchés et collaborent aussi avec des sous-traitants. Dites-nous, quelle procédure utilisez-vous pour garantir le professionnalisme des ouvriers et le respect des normes de sécurité par ces entreprises? Pour ces entreprises-là, souvent, il n'y a pas souvent de grandes difficultés avec les grandes entreprises, les multinationales souvent. Il y a certaines exigences par rapport à certains projets pour lesquels c'est non négociable que, comme l'a dit M. Pam, les critères de qualité, sécurité et environnement soient respectés. Et eux aussi, ils ont des plans de prévention, des formations par rapport à tout ce qui intervient dans le chantier, au-delà même des ouvriers, de leur personnel. Tout intervenant extérieur, comme nous parlons dans les bureaux de contrôle, quand on intervient sur le chantier, on sait bien qu'il y a un balisage pour les piétons. Le pays, c'est non négociable. Est-ce qu'on peut dire garantir le professionnalisme des ouvriers ou encore de ces entreprises? On sait qu'il y a des accidents sur les chantiers et quelqu'un pouvait dire aussi que c'est parfois inévitable, les accidents, et ça peut arriver aussi. En fait, garantir déjà l'entreprise qui fait travailler ses ouvriers, il est le premier responsable. Comment faire? Déjà en mettant en œuvre la politique par rapport à la qualité, la sécurité et l'environnement. C'est l'entreprise responsable numéro 1. Il met d'abord les outils à travers le plan de prévention et aussi les outils nécessaires pour que chaque ouvrier, chaque intervention sur le chantier soit outillé techniquement et aussi en termes de pays pour pouvoir intervenir en sécurité et pour pouvoir travailler dans les conditions de travail normales et pour éviter tout ce qui est risque d'accident. Donc ça, c'est l'entreprise et qui le fait descendre à l'ouvrier. Et aussi par rapport à tout ce qui est extérieur. Parce que si on intervient au chantier, on n'est pas obligé de le mettre d'ouvrage, par exemple. Il n'est pas obligé d'être en casque. Déjà trouver sur place qu'il y a pas mal des EPI qui sont sur place. Par nous, comme contrôle, on a une culture de prévention des risques.
en cours de construction ou bien après construction. Et quand on intervient sur un chantier, on n'est pas là uniquement pour contrôler l'ouvrage, que l'on contrôle la réception des coffres à ferraillage. On regarde un peu le comportement des ouvriers. Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce qu'il a les épées, par exemple? Soit ils arrivent d'interpeller directement le responsable. Est-ce qu'il est en hauteur? Est-ce qu'il est en harnais? Souvent, on le signale au responsable. Mais on n'est pas responsable tant que tel. Mais on est tenu quand même d'informer le responsable qui est sur le site des risques qu'encourt son ouvrier, par exemple. Parce que ça s'arrête là. Mais l'entreprise qui emploie des travailleurs sur un chantier, d'abord, c'est lui le responsable numéro 1. L'autre acteur qui devait être indispensable, c'est un acteur externe. Souvent, il travaille avec les bureaux de contrôle, comme le cas en Europe, en France, par exemple. Il y a un ingénieur SPS, sécurité et protection santé, qui est employé dans le chantier, qui intervient pour veiller au respect de ces dispositions-là. Et ce n'est pas respecté dans les chantiers, et le gars a le pouvoir de faire arrêter le chantier sur le coup. C'est un externe. Et après, l'État, à travers les inspecteurs du travail. Mais il faudrait qu'ils aient des moyens pour pouvoir contrôler les chantiers, veiller à ce que les dispositions soient prises par chaque entreprise. Au cas échéant, arrêter les chantiers et faire des amendes forfaitaires, quoi. Alors, nous parlons bien des mesures de prévention pour éviter ces accidents sur les chantiers. Vous avez parlé tout à l'heure de la sensibilisation. Ça, c'est dans le cas du club. Mais de façon générale, qu'est-ce que vous constatez au Sénégal concernant justement cette sensibilisation? Est-ce que vous avez l'impression que les ouvriers sont assez outillés en termes de mesures de prévention pour éviter justement tous ces accidents-là? En fait, justement, les ouvriers et les employeurs, d'ailleurs, ne sont pas suffisamment sensibilisés. C'est pour ça que le club est né, parce qu'il faut porter cette sensibilisation-là hors du cadre des entreprises, pour que quand l'ouvrier arrive en entreprise, il est déjà conscientisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent? La bonne pratique, c'est que quand vous venez en entreprise, que vous soyez un ouvrier, un employeur ou un visiteur, il y a ce qu'on appelle l'induction, l'accueil sécurité, où on vous expose, voici les risques que vous pouvez rencontrer ici, voici les règles d'or à respecter pour pouvoir faire face à ces risques-là. Et si jamais vous ne vous conformez pas, on ne pourra pas collaborer avec vous parce que c'est essentiel pour nous que vous restiez en vie et en bonne santé. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ce qui se fait dans les grandes entreprises, mais il faut que ça se fasse à un niveau même national. Nous nourrissons le projet d'introduire des séances de quart d'heure sécurité dans les radios, à la télé. Pour 15 minutes, on parle de thématiques de santé et sécurité au travail afin que la population puisse s'approprier valablement de ces aspects-là. Et on note également des accidents majeurs, mineurs. En cas d'accident des chantiers, quelles mesures facilitent la prise en charge des victimes par les entreprises? Alors, l'accident, ça s'anticipe. Je tiens à rebondir sur une question essentielle que vous avez posée à M. Seck pour préciser que 0 accident, c'est possible et c'est réalisable. En Afrique, nous avons le culte de la fatalité et c'est dommage. Il y a de grandes multinationales qui sont là, qui arrivent des heures et des heures, entendre des années sans accident de travail. Ça demande de la méthode et de la prévention. Donc, pour gérer un accident, toutefois, quand ça arrive, il faut planifier la survenue de l'accident. Il faut déjà un plan de gestion de cet accident-là qui est conçu et on informe les gens, on définit les rôles et les responsabilités. Qui fait quoi, par exemple? On doit appeler qui quand il y a un accident? Où est-ce qu'on doit l'amener, dépendant de la nature de l'accident? Ensuite, il faut identifier au préalable les structures qui sont en mesure de prendre en charge ces accidents. L'hôpital le plus proche, les sapeurs-pompiers, etc. Il faut aussi s'assurer d'avoir des trousses de premiers secours un peu partout dans le site et avoir également des gens qui sont formés pour les premiers soins. Donc, voilà. Ce qu'il dit est très important, 0 risque, c'est une évidence pour les multinationales, mais je crois qu'avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, on va y arriver. On reste sur le cas de la formation. Comment la formation et la certification des travailleurs peuvent-elles contribuer à réduire les accidents? La formation, elle est indispensable en matière pour protéger les travailleurs, c'est indispensable. En interne, à travers les entreprises, il faut qu'ils s'approchent peut-être des services des ingénieurs QHSE, par exemple, pour les former, faire les inductions nécessaires pour pouvoir intervenir dans les chantiers
et même avoir des certifications par rapport à ces chantiers. Il y a des entreprises pour Beaucoup apprennent sur le tas aussi, hein, beaucoup d'ouvriers d'ailleurs. l'État aussi doit peut-être encourager et non seulement communiquer et aussi doter les inspecteurs de travail de moyens suffisants pour collaborer avec les spécialistes dans la matière, les acteurs qui sont là. Ça, c'est indispensable. Après, c'est eux d'abord. Après, même subventionner les formations. Parce que ce que ça nous coûte en termes de perte en vie humaine, en termes de dégâts matériels, c'est énorme. Donc, et malheureusement, bon, on ne voit pas de réel changement de politique par rapport à cela. Et toujours avec vous, hein, en tant qu'ingénieur en génie civil, travaillant à votre compte, vous avez également, je crois que vous avez une entreprise. Quelles mesures de prévention essentielles avez-vous mises en place au sein de votre structure? Bon, pour l'instant, bon, je travaille avec le bureau contrôle Écosse. Nous, on s'assure que chaque année, on s'assure que les stocks en EPI pour chaque ingénieur, même les conducteurs, les chauffeurs, soient disposés de pays. Très bien. Qui nous accompagnent au chantier. D'accord. Monsieur Pam, quel impact la technologie peut-elle avoir sur la sécurité des chantiers? Je vais parler des drones, de capteurs intelligence artificielle. Alors, la technologie est une véritable aubaine et il convient de l'intégrer parce que ça permet d'être un peu plus efficace. Si je prends l'exemple des drones, ça facilite la surveillance. Les drones peuvent permettre d'identifier des risques, des départs de feu, des gardes de corps qui sont absents, alors que quand on est dans le chantier, on peut louper certaines choses. L'intelligence artificielle, ça facilite vraiment l'analyse des données. Et qui dit données dit une meilleure compréhension des choses. Donc, ça facilite la conception de la prévention des risques. Ça facilite également la veille réglementaire. Parce qu'avant, parfois, il fallait prendre des heures pour chercher, trouver les sources, etc. Aujourd'hui, avec des IA telles que Perplexity, on fait ça en 2 minutes et on a des données relativement fiables. Donc, Mais tout le monde comprend le langage? Est-ce que les ouvriers comprennent facilement ce langage? Alors, les ouvriers, pas nécessairement, mais ce n'est pas à eux d'utiliser forcément ces outils-là. C'est au manager, à l'employeur de l'exploiter pour faciliter la gestion de leur sécurité. Parfait. Et donc, les accidents au travail entraînent d'importantes dépenses pour la prise en charge des victimes. Comment les entreprises gèrent-elles ces coûts? Difficilement, j'ai envie de dire, parce qu'une fatalité, les accidents de travail, ça a toujours des coûts directs et des coûts indirects. C'est comme un iceberg. Les coûts directs peuvent paraître mineurs, mais quand on regarde dans le détail, ça pèse très lourd. Et j'ai envie de dire que généralement, les employeurs ne le réalisent pas d'avance jusqu'à ce que ça leur arrive. Et là, c'est la panique. Mais il y a l'assurance également. Oui, il y a les assurances. Je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus. Pour ceux que j'ai eu à accompagner, je sais que ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et c'est pour ça qu'on leur dit, écoutez, au lieu d'attendre que les accidents arrivent et que vous fassiez face à ces coûts-là, investissez sur la prévention. Ça va vous servir. En plus, c'est un marketing. Donc, vous avez tout à y gagner. Parfait. Les mesures de protection collective et individuelle sont-elles adaptées en fonction du contexte professionnel ou pas? Si on doit apprécier quand même, il y a un grand écart quand même. Il y a un grand écart quand même. Il faudra vraiment beaucoup d'efforts pour que ça soit adapté. Ce qui est fréquent, les EPI, oui. Tout le monde en parle pratiquement. Bon, s'il y a un contrôle derrière, bien sûr. Mais par rapport à certains risques professionnels, les électriciens, ouvriers électriciens par exemple, plomberie, ceux qui font les excavations, souvent les équipements de protection qui à disposition, c'est pas du tout adapté. Il y a vraiment un gros effort à faire là-dessus pour que chacun comprenne par rapport à son métier l'équipement qu'il lui faut. Mais c'est l'entreprise qui fournit ces équipements. Voilà. Oui. Mais les entreprises, il faut, comme on l'a dit, il faut la culture de prévention. Mais pour prévenir, il faut savoir c'est quoi le risque. Et quand on sait quel est le risque, on saura maintenant identifier l'équipement adapté pour le prévenir, quoi. Est-ce que ça arrive dans les cas où, dans certains sites ou dans certains marchés, les ouvriers achètent eux-mêmes des équipements? Ça m'est arrivé d'en voir, mais c'est souvent très rare. Et ça ne doit pas se passer comme ça. La santé et sécurité au travail, c'est la responsabilité de l'employeur.
C'est à lui de s'assurer que les employés ont les équipements de protection individuelle conformes et de s'assurer que l'environnement de travail, il est correct. Donc ça fait partie du package. Quand on prend un ouvrier, on doit s'assurer que sa sécurité et son bien-être sont garantis. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup Abdourahmane Pam. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en management de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement, membre fondateur du club des professionnels QHSSE du Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'était un réel plaisir. En face de vous, nous avons Ibrahima Seck, ingénieur en génie civil, directeur technique du bureau de contrôle technique de construction à ICOS, inspection, contrôle et service. Merci également à vous. Merci beaucoup de nous avoir associés à cette émission. C'est nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur Média. Surtout, prenez soin de vous et des autres. Thank you.